Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être présents dans cette nouvelle interview MDR Let's Talk. Et MDR ne signifie pas mort de rire, vous devez le savoir maintenant, avec notamment la sortie du livre MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie. MDR signifie motivation plus détermination égale la réalisation de tous vos rêves, de tous vos projets, de tout ce que vous souhaitez dans la vie, même si vous pensez que ce sont des rêves un peu fous. Donc, chaque semaine, comme vous savez, j'interviewe un invité ou une invitée. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Maïté Quintana qui, justement, a participé au livre, qui a fait partie des 5 personnes qui ont décrit leur parcours dans le livre MDR. Si vous ne l'avez pas encore acheté, c'est le moment. Allez-y, le lien est juste en dessous, au-dessus. Il est à côté de la vidéo, donc vous le trouverez sans problème. Bonjour Maïté. Bonjour Viva. Eh bien, écoute, ça c'est de l'introduction. Moi, là, je dis que là, avec ça, tu as tout dit. Tu n'as pas raconté ta vocation. Moi, j'ai juste, c'est pas un micro, c'est une télé qu'il te faut derrière. Oui, je crois. Mais peut-être ça va venir, en fait. Peut-être ça va donner des idées à des gens. Ah non, mais extrêmement talentueuse. Alors là, je vais te dire, paf, avec ça, c'est réglé. Elle a tout dit. Tu illustres bien le mindset. Tu illustres bien le mindset. En tous les cas, suivant ma définition. Ça, c'est clair. Absolument. Et tu as vu mon branding et tout, hein. On y va, hein. Branding, hein. Ah non, mais ça le fait, ça le fait. Okay. En tout cas, merci de répondre présente une fois de plus, parce que c'est vrai que tu réponds toujours présente à tous les événements que je peux faire. Tu as répondu présente pour donner ton parcours dans le livre. Donc, on ne va pas dévoiler toute ton histoire qui est dans le livre, parce que le but, c'est que les gens aillent la lire et achètent le livre. Donc, une fois de plus, vous avez le lien quelque part autour de la vidéo. Mais justement, c'était quoi, en résumé, la situation avant, le déclic qui a fait qu'un jour tu t'es dit, parce qu'il y a des gens en fait, voilà, le principe du MDR c'est ça, il y a des gens qui sont dans des situations très compliquées, ou pas des fois d'ailleurs, mais où je baisse les bras, j'abandonne, je me mets le nez sous la couette et puis j'attends que ça passe. Et puis il y a des gens qui se disent, bah non, ça c'est pas pour moi, donc je me bouge et je change mon avenir en fait. Donc, c'était quoi un peu la situation avant et ça a été quoi le déclic pour toi qui fasse se dire, bah non, j'ai pas envie de ça, même si on me dit qu'il faut que j'aille dans ce sens-là, moi, j'ai pas envie. On me dit que c'est impossible, mais moi, je sais que c'est possible et je vais y arriver. Et comment, justement, aujourd'hui, ça t'aide, le mindset, ton mindset t'aide également à impacter d'autres personnes et donc notamment dans ton business. Tu as décidé de me poser toutes tes questions au début. Oui, comme ça. Que mon cerveau de multidis pour retenir toutes les questions que tu es en train de poser. Tu socialement, là, tu veux m'humilier devant tout le monde, c'est ça? Alors, on va recommencer. Première étape, c'était quoi, en résumé, sans dire tout ce qu'il y a dans le livre, la situation avant? Alors, moi, la situation avant, moi, je suis l'enfant qui était en échec scolaire. Jusque-là, on regardera, vous regarderez, je vous invite à aller regarder. Il y a des conférences et tous les webinaires de Biba illustrent ça. Moi, je pense mon avant, c'était des croyances déposées par l'éducation nationale, déposées par mon entourage, qui fait que je n'étais pas très intelligente et que, voilà. Déjà, il fallait que j'arrive à faire un métier pour, si jamais je faisais un mauvais mariage, je puisse partir en courant avec mes 2 enfants sous le dos. Voilà. L'image, quand tu as 14 ans, elle est déjà elle est inspirante. Hein, voilà, tu te dis, ouf, ça va bien se passer. Et en plus, c'est bien ancré. Donc, c'est de se dire, voilà, c'est impossible de faire autre chose. Je n'ai pas le choix. Tu te dis, ça va bien se passer. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur parce que je n'ai pas eu un grand déclic. Ça veut dire qu'un matin, je ne me suis pas réveillée et je ne pense pas qu'un matin, on se réveille en se disant, je vais changer de vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, on fait le constat que ce qu'on est en train de vivre est un peu injuste, que ça nous humilie, que ça ne nous convient pas, que finalement, on a l'impression que les autres vivent mieux. En tous les cas, ils ont le droit de faire plein de choses et que nous, on est enfermés dans des espèces de croyances où on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, n'étant pas allée à l'école très longtemps et en rentrant dans la vie active assez jeune, je me suis rendu compte que là, la vie était faite d'opportunités, de choses qui se passaient, de gens qui étaient dans la bienveillance, qui te disent, peut-être tu peux faire ça, d'autres qui ne le sont pas. Et merci à ceux qui ne l'ont pas été parce que eux ont su aller toucher mon ego en me disant, tu n'y arriveras pas. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, rien que pour te faire chier, je vais y aller. Et ça, c'est ce que je dis toujours, c'est que l'ego, les gens disent, ah ouais, non, mais tu vois, lui, il a un ego démesuré. Bien entendu, un ego démesuré, c'est toxique, mais l'ego est nécessaire. Il est nécessaire pour pouvoir trouver de la force, du courage pour faire les choses. Parce que si on avait demain matin, et c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est dans en tous les cas, dans les problématiques, dans les situations les plus difficiles à gérer, qu'on va trouver finalement nos ressources. Et ça en fait partie. Ça veut dire que là, on a la capacité de se dire,
mais tu sais quoi, toi, rien que pour te faire suer, je vais y aller. Et là, on n'est pas en train de se poser la question si j'ai le droit, pas droit, si c'est bien socialement, etc. On va chercher ce courage, et le courage, c'est quoi? C'est la définition, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même, parce que fondamentalement, c'est quand même ça. Et donc, moi, souvent, on me dit toujours, ah ouais, moi, je suis très admiratif par ton courage. Moi, je regardais les gens au début quand on me disait ça, je dis pourquoi? Je dis, mais non, enfin, moi, je ne suis pas avec une épée en train d'aller me battre sur les courageux, c'est les militaires, c'est des gendarmes qui sont dans la rue et qui s'entraînent, alors qu'ils sont 3 fois ou 4 fois leur nombre et qui vont quand même. Ça, pour moi, c'est la définition du courage. Après, j'ai redimensionné cette échelle de 0 à 10, je me suis dit, ah oui, je comprends ce qu'ils veulent dire. Ça veut dire que moi, j'y vais quand même. Ouais. Je me tape, je me fous de ce que pensent les autres. Et là où ils ont peur d'y aller, c'est pour ça aussi, parce qu'eux, ils ont peur d'y aller. C'est pour ça que souvent les gens nous disent le fais pas, ou c'est pas possible, parce qu'eux, ils n'osent pas le faire. Et toute la cristallisation d'un bon mindset, c'est laisser couler les peurs des autres qui sont toujours en train de nous projeter dessus. Ah, mais tu vas faire ça, mais tu comprends. Ah, mais non, mais t'es dingo de faire ça. Et là, tu te rends compte le côté administratif, le côté juridique, etc. Et là, moi, je ne les écoute pas. Donc, pour en revenir à la deuxième question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as un mindset? Ça veut dire que j'entends ce qu'on me dit. Je le garde sous le coude. Je vérifie bien que derrière, ce soit ou sa peur ou un vrai conseil. Et même si ce sont des gens qui ont par habitude de me donner toujours des bons conseils. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il a chez moi un statut, pas de mentor, mais de haute autorité, parce qu'il prend toujours des bonnes décisions, etc. Même quand on me dit quelque chose, je me fais toujours l'avocat du diable. Hein. J'en ai deux de chaque côté où je me dis, quel est son intérêt de me dire ça? Et ça, c'est ce qui cadence toujours mes réflexions. Et là, je vais faire le tri. Est-ce que c'est réellement un problème qu'il faut que j'anticipe ou est-ce que derrière, c'est sa peur qu'il est en train de projeter? Et là, je fais comme une forme de bulle où je me dis, OK, ben, tu sais quoi, je ne parle pas du projet à tout le monde parce que tout le monde n'a pas la capacité non plus d'entendre ça parce que on vient pour les mois de projet et moi, je suis toujours en train de dire, mais tu préfères ci pour faire mi, etc. Mais parce que, voilà, mon cerveau est déplafonné par rapport à ça. Mais si je vais voir, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est fonctionnaire ou qui n'a jamais pris de décision de risque dans sa vie, et ce n'est pas une critique, c'est juste, ben, voilà, c'est son mode de vie. Tu vas lui dire, ben, je vais faire un projet, mais alors lui, c'est juste insurmontable. Au même titre que moi, faire demain matin un repas gastronomique, c'est insurmontable. Ça veut dire qu'on a tous, comme ça, des contreballants où on excelle. Alors, on pourrait dire que ce sont nos talents, tu vois ce que je veux dire? Et derrière, où on n'est pas très bon et on se dit, oh, voilà, moi, quand on me dit, ouais, on va se faire un petit repas là, pour le réveillon, là, à 6-7, on va se faire un truc sympa. Non, mais moi, je vais acheter tout prêt, on est bien d'accord. Je vais aller, tu ne crois pas que je vais me foutre en cuisine? Moi, déjà, pour élaborer le menu, il me faut 4 heures. Une fois que j'ai élaboré le menu, il faut que j'aille faire les courses. Je ne vais pas trouver tout ce que je veux. Et quand je vais arriver, comme je suis multi-10, je vais arriver devant mon robot et je vais me dire, voilà, attends, on va faire une recette de la recette et je vais avoir 30 post-it autour de la recette. Et ça va sortir, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est chacun va avoir ses socles qui vont faire que ça va monter ou descendre. Et puis après, le mindset, c'est quand même, à un moment donné, vous savez, vous avez dans votre entourage, et c'est obligé que vous ayez ça, et maintenant que je vais vous en parler, vous allez vous en rendre compte, vous avez des gens, à un moment donné, ils ne sont pas sociaux, ils ne sont pas très copains, ils ne vous appellent pas pour voir comment vous allez, ils ne vous appellent pas pour, voilà. Ils ne sont pas dans cette forme d'empathie dans laquelle, ou en tous les cas, forme d'amour que vous pourriez avoir à prendre, alors comment tu vas, etc., etc. C'est parce qu'en fait, ils sont tellement focus sur leur objectif, et ça, c'est la vraie définition du mindset. Ça veut dire que j'ai une idée là, je ne l'ai pas ailleurs. Et quand on a une idée quelque part et qu'on se donne tous les moyens pour pouvoir les atteindre, le reste n'a plus d'importance. Ça veut dire que presque la vie de famille est gérée, ce que j'appelle moi le minimum syndical. Les enfants mangent, ils dorment, ils se lavent, ils sont brossés les dents. C'est bon, allez, suivant, à demain. Et nous, on est là, focus sur notre projet et on avance et on est en train de sans arrêt scénariser toutes les situations. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qui pourrait m'aider sur le projet? Je vais appeler Martine parce qu'elle sait faire ça. Allô Martine, alors tu sais faire ça? Explique-moi. Ah non, tu ne sais pas faire. Non, j'ai compris que tu savais faire ça. Pourquoi j'ai compris que tu savais faire ça? Ah ok, finalement parce que elle s'est un peu enjolivée lors d'une conversation ou parce que ce que je recherche comme compétence, ce n'est pas celle-là. Et ça me permet d'aller chercher derrière. Mais le mindset, par définition, c'est ça. Si j'ai une idée ailleurs, je ne l'ai pas au cul, en parlant poliment. Moi, c'est clair. L'image est claire. Et l'image, elle est claire. Et là-dessus, je me lève le matin, je dors, je mange sur mon objectif qui fait qu'à un moment donné, je vais me donner les moyens de réussir. Ça peut durer un jour, ça peut durer 3 semaines, ça peut durer 3 mois, 6 mois pour certains parce qu'il manque des compétences et qu'on n'arrive pas à assembler le puzzle. Mais une fois que le puzzle est assemblé, ça veut dire qu'on a une image. Quand on la met de loin,
ça ressemble à un vrai business qu'on a créé. Et ça, c'est le mindset. Ouais. Et on précise aussi pour les gens, parce que il y a toujours des gens qui ne savent pas ce que c'est que le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit, mais c'est plus, c'est positif parce que ça va au-delà. Il n'y a pas de traduction française, mais si on pourrait dire la positivité plus, si je peux dire XL, parce que ça va bien au-delà de simplement l'état d'esprit. Non, c'est ne voir, se focaliser que sur ses réussites, laisser tomber les échecs. Moi, c'est simple. Hein, chaque fois, on me dit, mais comment tu gères l'échec? Comme tout le monde. Enfin, voilà, tu prends ça, tu as une idée, tu as mis de l'argent, du temps, et puis finalement, ça ne sort pas de terre. Et on me dit toujours, mais non, mais moi, je ne pourrais pas. Je dis, mais c'est justement ça qui est un enseignement, les échecs. Parce que si demain matin, on devait rationaliser une vie sans échec, on serait tous en blouse blanche en train de se promener avec des sandales en cuir. Ça n'a pas de sens. Et ça n'a rien de constructif. L'enseignement, c'est générer des échecs, se tromper, en tirer un enseignement et faire mieux autrement. Et justement, c'est un problème de la culture française, c'est que l'échec, voilà, tu fais 2 échecs, tu es un loser en France, alors que l'échec, il faut voir ça comme une leçon, parce que de toute façon, on ne peut pas réussir du premier coup, donc on essaye. Le but, c'est effectivement, comme tu dis, c'est de ne pas refaire les mêmes choses, refaire ces mêmes erreurs. Mais à partir du moment où on a appris, on se dit, tiens, là, je vais changer telle et telle chose, et maintenant, je vais faire les choses différemment, on ne peut que avancer. Mais c'est tellement ancré dans la tête, dans la culture française, francophone, que les gens n'osent pas du coup, en disant de toute façon, je ne suis pas sûre de moi, donc je vais pas y arriver, donc je vais avoir un échec, donc on va me prendre pour un loser. Donc les gens n'osent pas. Et il y a des gens comme nous qui osent quand même, en se disant de toute façon, fuck, quoi qu'il arrive, de toute façon, je fais ce que je veux. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Alors moi, je rajouterais un point, c'est que l'échec, ce n'est que notre reflet dans les yeux des autres. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Quand on regarde ce côté où je suis toujours à penser ce que vont penser les autres, malheureusement, moi, je perds de l'efficience dans ce que je suis en train de faire parce que je ne suis pas à ma place, puisque je suis en train de penser ce qu'est en train de penser Martine, Pierre-Paul et ce que va penser la société finalement du hypothétique échec. Et comme je vais me focaliser que là-dessus, je vais bien entendu générer cet échec, mais en plus de ça, ça ne va être que leur perception. Moi, la mienne, du coup, je ne vais même pas la vivre. Ça veut dire que je ne vais même pas prendre mon enseignement. C'est toute la culture du francophone par rapport à ça. Ne fais pas les choses en pensant que les autres vont te voir. Fais les choses en pensant que toi, est-ce que tu es bien en adéquation entre ce que tu veux faire, tu veux modéliser, entre tes pensées et ce que tu vas modéliser, ce qui va se voir. Parce que se voir, ça va se voir de la même façon. Mais si on se focalise plus sur comment on met les outils, comment on va affiner ça, et on reste ancré dans ce qu'on est en train de faire, et on se fout de ce... et vraiment, fuck le reste. Moi, je vais te dire, moi, et encore moi, je le dis, je le répète à tous les interviews, je n'ai pas réussi tout ce que j'ai fait dans ma vie, loin de là, ni professionnellement, ni personnellement, ni familialement. Il faut arrêter avec ça, bien au contraire. J'ai appris à gérer l'échec, qui pour moi, encore une fois, ne sont pas des échecs, sont des enseignements, de façon à les reconstruire. Moi, je vois quand j'ai un projet qui ne marche pas et j'ai passé 3 mois dessus, que j'ai peut-être balancé 20 ou 30 000 euros sur ce foutu budget, j'arrive, je me dis, bon, ça ne marche pas. Alors, je ne vais pas m'entêter. Certains te diront, ah ouais, mais tu étais peut-être à 2 doigts de réussir. Alors là, je vais te la faire courte. Quand je te dis qu'à 3 mois, j'arrête, c'est que les 2 doigts, c'était il y a 3 semaines en arrière. Ce n'était pas là maintenant. Ça veut dire que là, moi, j'ai refait le tour. Je me suis posé la question il y a 3 semaines. Là, il faut s'arrêter. Est-ce que tu as bien tout fait? Oui, non. Je refais s'il y a peut-être un truc à refaire. Dernier tour de piste. On est bon. Et là, moi, je vais arrêter. Le lendemain matin, je vais me lever, je vais rester en pyjama toute la journée. Je vais bouffer des cochonneries parce que j'adore ça, manger du chocolat, des bons becs, etc. On a plein chez toi des cochonneries, hein, j'ai vu dans les placards. Hein. Ça, c'est clair. Moi, je kiffe trop. Il faut que j'ai une réserve. Hein, parce que et il n'y a pas que les enfants qui mangent les bonbons à la maison. Hein. Non, non. Et là, je vais passer une journée où je vais poser. Alors, je vais commencer à regarder une petite série de Netflix. Je vais... voilà, cette journée, elle est pour moi. La tête, quoi, en fait. Je me fais une phase de deuil. Je m'octroie une journée pour poser et me dire pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce que ça paraissait quand même une belle idée. Voilà. Et derrière, alors moi, mon problème, et chacun va trouver sa problématique ou en tous les cas sa pertinence, moi, j'ai toujours un côté un peu trop avant-gardiste. Voilà. Il y a des projets que j'ai montés. Moi, il y a 15 ans, je monte le premier espace coworking à Toulouse, avec une super déco à la Dali, etc., avec des espaces très architecturaux, inspirés d'architectes espagnols, etc.
Et là, ce truc, il ne marche pas. 6 mois, 1 an. Et au bout de 13 mois, je me dis, bon, là, on va arrêter. On va fermer l'espace, tout va bien. Et aujourd'hui, on s'arrache tous les espaces coworking. Mais j'ai quand même perdu de l'argent. Je l'ai fermé. Et je me suis dit, c'était une bonne idée. Il faut savoir aussi ne pas se remettre en cause totalement sur ce qu'on ne fait pas bien. Il y a là le rétro-planning qu'il faut prendre en considération. Est-ce que j'avais le bon entourage pour faire mon projet? Est-ce que j'avais tous les éléments pour que là, à l'instant T, il ait de quoi sortir? Et ça, c'est important de savoir aussi graduer. Parce que si on prend ça comme un échec, comme étant, ben voilà, finalement, j'ai rayé la voiture, je ne roule plus en bagnole, je pars en vélo, parce que c'est ce qui se passe malheureusement. En France, quand on a une première, en tous les cas, un premier échec lors d'un projet d'entrepreneuriat, on se dit « Ah non, mais je ne suis pas fait pour ça, c'est pas bon. » Et bien sûr, les autres s'en font une joie. Eh bien, tu vois, on te l'avait dit, c'est pas possible. Toi, tu n'es pas un entrepreneur dans l'âme. Mais si vous y avez pensé, et ça, c'est le seul conseil que je vais vous donner aujourd'hui, si vous y aviez pensé, c'est qu'au fond de vous, vous êtes un putain d'entrepreneur. Que vous n'avez peut-être pas à l'instant T eu les outils, le temps, le truc, tous les paramètres qui font que, mais si vous avez pris le risque d'y aller, c'est que vous êtes un entrepreneur. Parce que par définition, l'entrepreneur, c'est celui qui prend un risque demain matin de s'enrichir ou d'avoir, on va dire, une autonomie de travail ou une autonomie financière. Le reste, ce n'est que littérature. Et c'est pour ça que c'est important de savoir faire la distance avec les autres. Savoir, comme tu disais tout à l'heure, il y a le bon conseil et il y a le mauvais conseil. Et en fait, moi, je dis toujours, les conseils, je vais les entendre, mais est-ce que je les écoute ou pas? Et en fait, au final, je vais faire comme j'ai envie de faire, même si derrière, je dois me planter, que quelqu'un m'avait prévenu en disant, ouais, mais ça va pas le faire. Ben, c'est pas grave, parce que je l'aurais fait, je me serais plantée, mais au moins, je sais que je me suis plantée, donc je ne le referai pas la prochaine fois, mais au moins, j'ai fait les choses. Et après, on évolue avec ce qu'on a. Donc, c'est ça, c'est aussi, pour beaucoup de gens, c'est l'écoute qui est importante. C'est l'écoute des autres et c'est savoir entendre sans écouter. Moi, je rajouterais quelque chose là-dedans, et ça a été un vrai enseignement pour moi. C'est que même quand j'ai la première société, enfin, une des premières sociétés, puisque j'en ai flingué quand même, je fais mon premier projet d'entrepreneuriat. Je n'ai même pas 18 ans. Hein. J'attends patiemment d'avoir 18 ans pour monter mon premier projet qui démarre tant bien que mal, puisque je m'associe à l'époque avec un pote et on fait ça. Au bout d'un an, je laisse parce que j'avais toute la charge et derrière, c'était compliqué. Et là, je prends le premier enseignement qui est de me dire, il ne faut pas t'associer. Martine, il ne faut pas t'associer. Ce n'est pas pour toi. En tous les cas, tu peux avoir des associations financières, mais pas des associations de travail qui sont totalement différentes. Et j'ai monté d'autres projets qui ont flingué. Mais heureusement qu'ils ont flingué. Et je le dis aujourd'hui à 51 ans, heureusement qu'ils ont flingué parce que quand ils ont flingué, je me suis rendu compte après, en recommençant, que c'est des paliers. Et ces paliers font qu'on se retrouve avec des enseignements que l'on prend là parce qu'on ne fait pas juste un petit 10% du socle, mais qui, trois marches plus haut, elles ont un foutu sens et c'est juste la réussite du projet qui fait que. Donc, il faut reprendre ces 10% qui nous manquent pour pouvoir continuer à monter et à marcher. C'est important, ça. Parce qu'effectivement, sans reprendre toute ton histoire, tu as eu quand même beaucoup de sociétés, des grosses sociétés. Tu as démarré des choses de zéro ou repris des choses qui étaient à moins zéro pour les emmener vers le succès. Et ce que j'aimerais que tu partages aussi, parce que les gens ont toujours le sentiment que quand ça va bien, quand on a un business qui tourne super bien, tu as fait un business à plusieurs millions j'allais dire de dollars, mais non, c'est d'euros, qu'il y a un jour où tu as décidé, j'en ai marre, j'arrête tout. Et je me souviens même, je t'avais posé la question à l'époque, je dis, pourquoi tu ne vends pas le business? Tu m'as dit, non, ça me gonfle, j'arrête tout. Et de le faire en conscience. C'est-à-dire quand tu avais arrêté Booster pour passer sur autre chose, parce que les gens se disent, ouais, mais si on a un truc qui fonctionne bien, on doit le continuer. Et on peut avoir un truc qui fait plein d'argent, mais c'est plus ce qu'on avait envie de faire, et d'avoir ce courage également d'arrêter. Alors, il y a plusieurs phénomènes à ça. D'une part, on a la pyramide de Maslow, on a un mode survie, on monte, etc. Et tout va bien. À un moment donné, quand on a nourri, qu'on a mis un prix à côté de son cerveau, parce que moi, c'est ce que je préconise toujours, pour avoir un bon mindset, il faut toujours, tous les jours, se dire, j'ai vendu un contrat, j'ai fait une prestation qui est de temps. Mon ingénierie, ma connaissance, ce que je suis, ce que je représente, fait que à l'heure, je rapporte tant d'argent. Et ça, il a besoin d'avoir cette reconnaissance, cette célébration. On pourrait l'appeler de plusieurs façons, mais en tous les cas, pour moi, me dire, voilà, tu vaux tant, ça va le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que
quand on est sorti du mode survie, il y a le sens que l'on donne à notre vie et le sens que l'on donne à notre chemin de vie. Ça veut dire que, ben voilà, quand on est dans un, et on le voit beaucoup dans les managers aujourd'hui, les catégories CSP+, ou CSP court, hein, c'est qu'ils ont, à un moment donné, ils payent leurs factures, ils vivent correctement, ils vivent bien, mais le job qu'ils ont ne les nourrit pas. On a besoin de nourriture intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. On a besoin de tout un tas de nourriture tous les jours qui doit se nourrir. Quand on est en mode survie, on prend ce que l'on a, on se focalise et on aspire, malheureusement, un peu trop en densité et on en oublie quelque part. Mais la vie nous rappelle alors en nous disant, tu sais quoi, tu t'es nourri financièrement. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Et c'est là où il faut réouvrir et décrasser ces petits tuyaux qui sont des entrées de nourriture, en tous les cas émotionnelle et spirituelle. C'est quel est le sens que je donne à ma vie? Qu'est-ce que je... Parce qu'en général, on se pose des questions tôt ou tard. Hein. Mais en fait, je fais quoi? Je travaille dans cette boîte-là. OK, je prends 4-5 000 euros. Et là, tout le monde se dit, putain, si je prends 4-5 000 euros, ouais, mais quand ça fait 2 ans que tu prends 4-5 000 euros, ben, tu prends 4-5 000 euros et ça devient ta normalité. Voilà. Au même titre que j'ai des potes qui prennent 40 ou 50 000 euros par mois, c'est leur normalité. Tous, ils vous diront, mais moi, c'est ce que je gagne 1 an ou 2 ans, peut-être. Mais pour lui, c'est sa normalité, parce que tout est une histoire de notre perception, la perception que l'on a de la vie, de l'extérieur, etc. Et le problème, c'est que quand on arrive à ces acabits-là, tu ne te nourris pas. Intellectuellement, tu fais de l'argent, tu nourris des familles. Moi, quand j'avais Booster, je faisais 3 700 bulletins de salaire tous les mois. Ça veut dire que je nourrissais quand même 3 700 familles, hein, parce que je me levais le matin. Et ça pèse. Ça pèse. Et en plus de ça, on n'y trouve pas de sens parce que quelque part, même si au début, je m'amusais parce que je faisais des stratégies, je trouvais toujours des trucs. Enfin, c'était très intéressant. Mais à un moment donné, on s'habitue aussi à ça. On s'habitue à tout dans la vie. Hein. Je dis toujours, on s'habitue à tout, même au bouffe. Donc, c'est pas… voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est vraiment la plus haute… dans l'échelle de valeur, c'est vraiment la pire. Mais en tous les cas, elle est vraie. Ce qu'il faut vraiment… le côté fondamental à chercher de ça, c'est de se dire… Quand je vais avoir un projet d'entrepreneuriat, que je vais activer mon mindset, parce que, et mon mindset, ce n'est pas que de l'entrepreneuriat non plus, hein. Je profite de ça aussi pour le préciser, c'est être moi une meilleure personne, être moi plus harmonieux, être équilibré, avoir un écosystème émotionnel qui me convient, ne plus être en prostitution émotionnelle, à dire toujours oui, ne pas me faire passer en priorité, se poser des questions à longueur de journée en se disant, mais est-ce que je fais là, c'est bon pour moi? Et quand vous allez commencer à vous poser cette question toutes les 3 minutes, vous allez vous rendre compte que dans votre journée, finalement, il y a beaucoup de choses que vous faites qui sont nécessaires à votre vie, à votre survie financière. Et il y a beaucoup de choses, parce qu'on s'encode, on a des encodeurs émotionnels, on va plutôt faire ça parce qu'on a envie d'être aimé. Et ça, c'est la pire des choses, parce que c'est ce qu'on appelle la prostitution émotionnelle. Ça veut dire que tout ce que je veux, c'est prendre mes petits shoots d'amour, là. Oh, lui, il m'aime, je lui rends service, il me sourit. Et alors là, pouf, et là, on a toute notre âme et notre corps qui frissonnent aussi. Trop bon. Parce qu'en fait, le besoin fondamental, c'est de se sentir aimé quand même. Voilà, c'est de compter dans la vie de quelqu'un, d'être utile dans notre vie. Et ce côté utile, il faut le mettre dans sa vie, il faut se le retourner. Ça veut dire qu'on est toujours à se rendre utile vers l'extérieur. Mais si tout simplement on se le retournait et notre vie était utile. Et là, dans ces cas-là, on ne serait plus en prostitution émotionnelle, on serait vraiment dans une façon de transpirer et de vivre qui ferait qu'on rendrait service aux gens plus comme on le faisait avant, avec du one-shot et dans le côté serviable. Ah ouais, non mais Martine, alors elle reste jusqu'à 20h au bureau. Moi, j'ai des managers, chaque fois, je leur dis, bon, vous savez me citer qui est votre toxique? Ah mais je ne suis pas toxique. Si, vous êtes un toxique, c'est obligé. Voilà, on est un groupe, vous êtes plus de 3, il y a un toxique. C'est comme ça. Et est-ce que vous savez celui qui est en prostitution émotionnelle? Ah non, je n'en ai pas. Ok, qui vous préférez? Alors, je préfère Martine parce que Martine, elle est gentille, tout ça. Je dis, et quand vous avez besoin de réfléchir, ah non, quand j'ai besoin de réfléchir, c'est Martin ou c'est Simone. En fait, Martine devient la soupape un peu décompression qui ont envie de tout. Elle est toujours dispo, elle sait tout faire. Mais en fait, on ne la fait pas grandir, Martine. Martine, elle est hyper serviable. Mais comme elle est serviable et qu'on a besoin d'elle, eh ben, on ne la fait pas grandir en compétences. On ne la fait pas grandir spirituellement. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on est cette Martine-là, hein, pour ceux qui me regardent, si vous êtes cette Martine-là, il faut arrêter de faire ça. Parce que vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, vous avez le sentiment que tout le monde gravit les échelons sauf vous, vous avez ce sentiment d'impuissance où vous vous dites mais pourquoi pas moi?
Et puis, ce sentiment d'injustice qui vous anime du matin jusqu'au soir. Et ça, c'est le cancer de notre âme. Ça veut dire que ça nous ronge jour après jour, jour après jour. Et on se dit, ouais, et lui, il a le droit de faire ça, lui, il a le temps de faire ci. Et vous, vous êtes toujours dans le côté serviable. Donc, le mindset, ça sert aussi à se sortir de ça. Ça veut dire, à un moment donné, dire, j'ai décidé d'être réellement ce que je suis, une belle personne. Il y a des gens qui vont me dire, ah, t'as bien changé, hein, Martine, je préférais comment tu étais avant. Et là, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire. C'est vous rappeler que vous avez changé et prendre et acter que socialement, ça se voit. Ça, c'est le s'occupe de soi aussi, parce que c'est important de s'occuper des autres, mais il faut d'abord s'occuper de soi, parce que si on n'arrive pas à se nourrir nous, on ne peut pas aider les autres. Et devenir égoïste, hein, parce que c'est galvaudé, le mot égoïste, mais c'est quand même ça, c'est devenir égoïste. Qu'est-ce qui est important pour moi et les miens? C'est que moi, je sois alignée, que moi, je sois en pleine forme et que moi, à un moment donné, quand je veux un focus, que je veux aller faire quelque chose, je me donne les moyens. Ben, peut-être j'en ai marre de faire le petit bras gauche de Pépère. Et ben voilà, je me donne le mindset de dire, vous savez quoi, chef, à un moment donné, moi, j'ai des compétences, mais si vous ne savez pas les voir, je vais aller voir ailleurs. Ouais. Et se dire ben, que finalement, on mérite le meilleur. On mérite le meilleur. Et on n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie. On n'est pas venu celle-là pour essayer, pour se faire des petits essais, etc. Non, non, on est en train de la vivre et si on ne glane pas au fur et à mesure et on ne laisse pas ce qui ne nous appartient pas et on ne laisse pas ce qu'on ne veut plus, même quand ça nous appartient, on n'est pas obligé de le garder. Moi, j'ai une vraie passion, j'adore visiter partout où je vais les cimetières. Et tu sais pourquoi ? Parce que je me dis, les cimetières, tu vas au Père-Lachaise, ils ont 300, 400, 500 ans, tu as des stèles qui ont eu la chance de ne pas partir entre les guerres, etc. Et je m'amuse à aller voir ce qu'il y a d'écrit. Et je suis là avec mon côté latin et mon Google, hein, parce que bon, voilà, hein, je ne parle pas latin. Et je regarde ce qui est écrit. À aucun moment, je n'ai lu sur toutes ces tombes qu'il fallait subir notre vie, ou en tous les cas, ce qu'on nous avait transmis. Moi, je pars du principe qu'on est responsable de ce qu'on nous a transmis, parce que c'était notre éducation, mais à taille adulte, hein, âge adulte, on a le devoir de prendre soin de nous et de lâcher le programme informatique qui ne nous convient plus. Et ça, tout le monde te dit, ah oui, mais moi, je suis comme ça, je suis pas autrement, je ne peux pas changer aujourd'hui à l'âge que j'ai. Mais mon Dieu, si, on peut changer, on peut se dire que finalement, ceci ne m'appartient pas, c'est toxique, ça me fait du mal, je n'en veux plus. Ça a été transféré par la mère, le parent référent, le père, bref, un oncle, une tante, on s'en fout. Ça n'a pas de valeur, ça ne fait que nous ralentir. Et ça, c'est des boulets que l'on a accrochés aux jambes, où on est là tous les jours en train de marcher en se disant « Non, mais je vais y arriver ». Mais la petite info que je vous partage aujourd'hui, c'est que, bien sûr, vous allez arriver, vous marchez, puis un jour, vous allez tomber un genou, 2 genoux à terre, et puis après, vous allez vous mettre à ramper parce que quelque part, ça sera tellement lourd et tellement difficile parce qu'il y aura quand même ceux que vous allez accumuler durant votre vie. Et un jour, vous ne pourrez plus avancer. C'est le burn-out, c'est le bore-out, c'est les changements de vie, ces divorces qui sont incompréhensibles où on se dit, putain, lui, il a divorcé, pourtant, ils avaient l'air bien. En fait, on va, au lieu de quitter, de se remettre en question et de se dire, je vais me réaligner, il est plus facile pour l'être humain de quitter son patron, de dire, ben non, finalement, ce patron ne me va pas. Mais finalement, on se rend compte que quand ils reprennent des postes, 6 mois après, 1 an après, le même syndrome revient. Pareil pour les hommes et les femmes qui rencontrent des conjoints. En fait, celui qu'on quitte, ce n'est pas notre patron, ce n'est pas notre job, c'est ce que nous sommes devenus. Et comme on n'a pas les roubignoles pour pouvoir dire, tu sais quoi, je me suis un peu fourvoyée là sur ma gentillesse et mon côté sympa. Et vraiment, je voulais tellement te plaire que je t'ai tout donné. Je me suis encodée comme toi tu voulais. Finalement, tout te reprendre et me faire juger. Parce que je suis déjà dans l'auto-jugement, et me faire juger comme étant une personne fausse, hypocrite, parce que c'est comme ça que ça va être interprété, je préfère te quitter et partir de ça. Et c'est pour ça que nous quittons nos employeurs, nos managers, nos conjoints, nos amis, quelquefois, hein, ça arrive aussi, parce que finalement, on n'est plus en adéquation. On est déconnecté, à un moment donné, on n'a plus grand-chose à se dire, on n'est plus dans le même monde, donc non pas qu'on ne s'aime plus, mais on n'a juste plus rien à se dire. Exactement, et c'est juste ça. Et donc ça, c'est des paramètres. Et il faut un vrai mindset pour pouvoir se dire, ok, là, il faut que j'arrête de faire ça, parce que ça n'a pas de sens. Je me fourvoie, je me déguise, je suis celui qu'on attend, mais finalement, je ne fais plaisir qu'aux autres, alors que peut-être, celui que je suis vraiment, ils ne vont pas l'aimer, ils vont l'adorer.
Et c'est toute la plus grande merveille qu'on puisse avoir. Et que même au pire, s'ils n'aiment pas, c'est leur problème, c'est pas notre problème. S'ils n'aiment pas la nouvelle personne qu'on est devenue, c'est leur problème. Moi, personnellement, je me fous de que l'on m'aime ou pas. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance parce que je ne prends pas beaucoup de tollé. Hein. J'ai une communauté de plus de 200 000 personnes qui me suivent dans les réseaux sociaux. Et quand je vois des potes qui prennent des commentaires, mais qui sont d'une violence inouïe, je pense que déjà, je dois dégager ça. Si ça ne te plaît pas, mais t'abonne pas ma page, me fais pas chier. Laisse-moi me concentrer et me focaliser sur ceux qui aiment ce que je partage. Je ne dis pas qu'il faut m'aimer, mais en tous les cas, mes idées et ma philosophie de vie, le reste n'a aucune importance. Je ne me nourris pas de ça. Et peut-être que l'univers comprend ça, quand il voit que de toute façon, je ne m'en nourris pas, que je ne suis pas là à les regarder pour savoir si on m'aime ou on ne m'aime pas. Je pense que déjà, c'est codifié de cette façon-là. Je m'en tape. Je m'en tape. Alors, j'ai des gens après, des hauts fonctionnaires de politique et des hauts dirigeants qui, eux, viennent me voir en me disant « Non, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est quelqu'un comme vous, qui soit hors des cadres, parce que moi, je suis scellée dans les cadres et je veux justement prendre un petit côté élastique et me défaire de ça. » Mais l'important, c'est qu'on soit tous nous-mêmes. Enfin, moi, c'est ce que je prêche à longueur de journée quand je fais mes formations ou même, tu vois, des accompagnements sur l'ikigai. C'est vraiment l'important, c'est de s'aligner. On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas être aimé de tout le monde. Il faut juste être aimé des siens et de ceux qui nous nourrissent réellement et de la forme d'amour que l'on a besoin et non pas de tout et de rien. Eh bien, merci, parce qu'une fois de plus, à chaque fois que je te fais intervenir, les gens disent tu l'as trouvée où, cette Maïté? Nous, on s'est trouvé il y a quelques années et c'est toujours un grand bonheur, un grand plaisir de partager avec toi, vraiment. Parce qu'effectivement, on va dans le même sens. Donc, et puis, si il y en a une ou une autre qui fait des trucs qui ne nous plaisent pas à l'une ou à l'autre, ce n'est pas grave parce qu'on sait que voilà, on fait notre chemin quand même et que de toute façon, on est toujours là pour se conseiller dans le bon sens. Et c'est là aussi que c'est quand même important d'avoir à un moment donné trouvé des gens qui savent te conseiller dans le bon sens. Et te laisser prendre des risques également. Parce que si tu n'as que des gens autour de toi qui ne te laissent pas prendre de risques, c'est un peu compliqué. Moi, je dis qu'un bon conseil, ou ceux qui te conseillent, ce n'est pas des gens qui vont te dire ce que tu dois faire. Je pars toujours du principe, c'est pas donner du poisson qui a du sens, c'est apprendre à pêcher. Et si cette personne-là juste arrive à te faire prendre conscience, une prise de conscience, même minime, c'est le plus beau cadeau de vie qu'elle pourrait te faire. C'est pas te dire ce que tu dois faire, c'est te dire, est-ce que tu as pensé à ça? Ok, super, tu l'as verrouillé. En tous les cas, rester à sa place. Et ça, c'est le plus beau conseil qu'on puisse donner à quelqu'un. Eh bien, je crois qu'on restera sur cette belle note pour tout le monde, pour tous ceux qui nous regardent. Donc, j'espère effectivement que c'est ce parcours MDR, puisque le but, c'est de lancer aussi le mouvement MDR pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui soient impactés par des personnes, entre guillemets, un peu comme nous, qui bougeons, qui sont ayant positifs et qui laissons aux autres faire ce qu'ils ont envie de faire et on ne leur dit pas que c'est impossible. Donc, j'espère que vous allez vous aussi rejoindre ce mouvement MDR, que ça va vous inspirer. Si vous aviez des projets dans le passé et que vous ne les avez pas osé les faire, et bien maintenant vous allez le faire en disant les deux nanas là elles ont dit que c'était possible, donc a priori si elles l'ont fait je dois pouvoir le faire. Donc on est de plus en plus de personnes comme ça. En plus on en a vraiment besoin, peut-être encore plus maintenant avec tout ce qui s'est passé sur l'année qui vient de s'écouler. On a besoin de redémarrer, peut-être que certains ont besoin d'un reset pour être boostés et repartir dans le bon sens. Donc c'est vraiment le sens de ces interviews. Donc j'espère que vous reviendrez la semaine prochaine pour une prochaine interview. Et puis bien évidemment, si vous n'avez pas encore lu le livre MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, donc vous avez le lien au-dessus, en dessous de cette vidéo, mais il est là. Donc, vous pouvez le trouver directement sur Amazon. Et puis, si vous avez envie, vous vous dites qu'à un moment donné, vous aimeriez bien passer à l'étape suivante et que votre vie, c'est peut-être pas exactement ce que vous voulez, mais que vous savez peut-être pas à qui vous adresser, n'hésitez pas, vous aurez le lien également pour réserver une session stratégique de 30 minutes gratuite avec moi. On parle de votre situation, on parle de vos besoins, de votre challenge, surtout de ce que vous voulez faire et comment on peut le faire et comment vous pouvez le faire et comment peut-être je serai la personne qui pourra vous aider à le faire. Donc ça, vous trouvez tous les liens au-dessus, en dessous, mais ils sont là. Et Maïté, je te remercie. On ne sait jamais, selon les réseaux sociaux, on ne sait jamais où ça va être. Donc,
Et là, c'est Facebook, c'est au-dessus, YouTube, c'est en dessous. Donc, regardez autour, vous êtes sûr de les trouver. Bon, qui c'est qui apprend à Biba à dire YouTube? YouTube, elle nous dit toujours en anglais, YouTube. Ah, ben oui, mais parce que ça, c'est 17 ans d'anglicisme, ça part pas comme ça. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'espère effectivement, et je sais, c'est pas j'espère parce que je sais à chaque fois que tout ce que tu as pu dire, ça va mettre des petites graines dans la tête des gens et ça va les inspirer, et que tous ceux qui vont pouvoir rejoindre notre mouvement MDR, eh bien, on sera très heureux de les recevoir et de les conseiller. À bientôt à tout le monde, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.